bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence de l'année 2025 organisée par le Carré Paris sur le thème Résister par le rire. Le rire, ce réflexe profondément humain, semble aujourd'hui de plus en plus politisé, voire encadré, au point où certains rires sont jugés légitimes, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est aussi la raison pour laquelle le Centre arabe a décidé d'accueillir cette conférence, car un sentiment d'incompréhension autour de l'humour anime un certain nombre de nos concitoyens de confession musulmane. 7 jours après les commémorations des attaques terroristes contre Charlie Hebdo, cette incompréhension reste chez beaucoup entière. En quoi rire de caricatures du prophète serait-il plus légitime que de se moquer du président de l'État d'Israël dans une chronique sur France Inter? À travers cette conférence, nous souhaitons mieux comprendre les mécanismes de l'humour. Comment le rire peut-il basculer de légitime à l'illégitime? En proposant une perspective historique, nous souhaitons également comprendre l'évolution de l'humour comme un moyen de résistance. Donc pour ce faire, ce soir, nous avons le privilège d'accueillir deux intervenants de renom. Alia Aglan, professeure des universités en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est titulaire de la chaire Guerre, politique et société 19e et 20e siècle. Vous êtes aussi spécialiste de l'histoire de la résistance et vous avez notamment publié Le temps de la résistance chez Actes Sud en 2008. Et plus récemment, vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Le rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant 1940 à 1945 chez Gallimard. Et à côté de moi également, Guillaume Meurice, donc humoriste et chroniqueur de radio bien connu pour ses micro-trottoirs et ses chroniques satiriques. Et vous êtes également l'auteur de Dans l'oreille du cyclone, paru chez Seuil 2024, où vous revenez notamment sur votre chronique diffusée sur France Inter, qui vous a valu des poursuites judiciaires. Donc nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et donc pour commencer peut-être notre débat, une première question à vous, c'est comment êtes-vous venu à vous intéresser au rire? Vous, Alia Aglan d'abord, en tant que professeur d'histoire, et ensuite vous, Guillaume, en tant que garçon qui un jour s'est dit, ben, je vais faire de l'humour mon métier. Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors, comment je me suis intéressée à cet aspect? C'est qu'en réalité, je ne m'attendais pas à le trouver dans un sujet très sérieux que j'ai beaucoup travaillé, qui est l'histoire de la résistance sous l'occupation nazie, notamment en France. Et alors, après moult travaux, pendant le confinement, justement, je me suis aperçue qu'on recevait énormément de blagues humoristiques. Je sais pas, vous souvenez, le premier confinement, dans les premières semaines, moi j'étais confinée toute seule, et je passais mon temps à éclater de rire parce qu'on recevait des vidéos, mais tellement loufoques. Et je me suis dit, mais en réalité, ça entre en écho avec mes objets d'étude. Et je me suis lancée, enfin j'avais un peu commencé avant, dans cette sorte d'anthologie du rire résistant, parce que eh bien, rire et résister, c'est pas une association qu'on se fait naturellement. Et moi, j'avais été frappée par le ton des journaux clandestins. Alors, vous voyez ce que c'est qu'un journal clandestin. C'est plus clandestin que journal, hein, parce qu'en fait, c'est des feuilles de chou recto verso dans un mauvais papier. Ça a été renéotypé, c'est recopié à la main. Enfin, c'est vraiment quelque chose de complètement artisanal que chacun peut faire spontanément avec très peu de moyens et qu'on se passe de main en main. Alors, quand on en fait 7 exemplaires, c'est un grand tirage. Et ça commence comme ça. Et donc, dans ces feuilles clandestines, il y avait toujours une rubrique humour. Et notamment, alors, le sujet de ma thèse, c'était un mouvement très sérieux de syndicalistes, socialistes et chrétiens qui s'étaient associés pour faire un mouvement de résistance. Ils ont commencé par proclamer l'indépendance du syndicalisme. On est en novembre 40. Et donc, ce journal, enfin, ce mouvement qui est extrêmement sérieux, édite un journal clandestin tout aussi sérieux, sauf qu'il y a une rubrique qui, moi, me faisait rire, c'était nos têtes de traîtres. Et alors, c'était comme des petits haïkus, et j'en ai pris quelques-uns d'ailleurs. Enfin, non, je crois même que je les ai tous publiés dans cette anthologie. C'était des petits haïkus qui faisaient le portrait, alors le traître académicien, le traître mondain, et puis il y avait même le traître Monsieur Tout-le-Monde. Et en quelques lignes, on avait un portrait
et je trouvais ça extraordinaire. Alors, je pensais que c'était un peu isolé, et puis toujours, hein, quand on s'interroge, quand on pose une question aux archives, ben, on trouve beaucoup plus d'éléments. Et j'avais été frappée dès que je me suis mise à chercher sur ce thème, de l'abondance en fait de documents. Et notamment, ma plus grande surprise, c'était des caricatures, alors que la presse clandestine a peu de moyens. Donc voilà une des. Alors je ne sais pas si vous voulez que je vous en montre une maintenant ou j'en montre plus tard. Je montrerai plus tard, mais en réalité, le rire, c'est le moyen dont on dispose. Enfin, c'est l'arme des pauvres en fait, du pauvre. C'est le moyen dont on dispose pour résister à l'oppression et voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire avec très peu de moyens. Puis je pense que c'est une sorte de réflexe un peu vital. Merci beaucoup, Alia. Donc, Guillaume. Question? Un, deux, un, deux. Mais oui, merci pour l'invitation également, bien sûr. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je ne sais pas si ça sert vraiment à résister, mais en tout cas, oui, ça sert à dire à la réalité qu'elle ne nous fait pas peur. Et c'est souvent un réflexe dans les situations les plus difficiles. Bah, évidemment, ça a été très documenté, mais dans les situations de guerre, dans les situations de résistance, et parfois même, souvent même aux enterrements, quand l'ambiance est lourde, quand il y a un deuil, il y a un réflexe humain qui fait que on ressent ce besoin de rigoler. Euh, Moi, comment c'est venu? Mais je crois que j'ai toujours été un peu le petit rigolo de la classe. Dans la cour d'école, voilà, ouais, c'était un peu une nature. Et je sais pas, maintenant, à l'époque, je l'analysais pas, mais aujourd'hui, je me dis, c'est aussi un moyen de trouver sa place bah, dans une cour d'école, notamment, où bah, il faut parfois répondre aux invectives, aux gens qui veulent se bagarrer. Et puis moi, j'avais ce réflexe-là qui était de me moquer et qui calmait tout le monde, y compris parfois à leurs dépens les profs. Je me suis pas retenu à ce niveau-là, mais à l'époque, je ne pensais pas en faire un métier. C'est un peu venu comme ça, par défaut, j'ai envie de dire. Après, j'ai fait du théâtre, et puis au théâtre, j'étais aussi un peu le petit rigolo de la classe. On me prenait pour les rôles dans des comédies, dans des scènes comiques. Et puis après, j'ai eu l'envie, moi, d'écrire et puis de tester ce que j'écrivais sur des scènes ouvertes à droite à gauche, surtout à Paris. Et après, j'ai commencé à gagner ma vie avec ça, mais c'est vraiment une sorte d'accident. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas un métier, mais je me fais engueuler par tous mes collègues qui me disent, faut pas dire ça, parce que quand même, on passe du temps à écrire de blagues. Et je sais qu'on y passe du temps, et moi-même, j'y passe du temps. Mais je me dis qu'on peut pas appeler de la même manière quelqu'un qui se lève à 5 heures pour aller nettoyer des bureaux, enfin 5 heures, 4 heures, 3 heures pour aller nettoyer des bureaux à la Défense, que quelqu'un qui arrive et qui dit alors cette auto qui va à la pêche. Voilà, c'est juste peut-être une pudeur de ma part, mais en tout cas, oui, j'ai pas tellement de mérite puisque je me suis entraîné très très jeune à faire des petites blagounettes. Merci beaucoup à vous deux. Donc, voilà. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un réflexe de défense, comme vous venez de le dire. Mhm. Donc, Ouais, voilà, devant certaines situations, ça peut c'est être vraiment ça, je un trouve. défaut. Et souvent, nous, on nous dit, oui, vous tapez sur, vous prenez pour cible, etc. Et moi, je tape sur personne, je prends pour cible personne. C'est de la défense. Pour moi, c'est jamais de l'attaque. Et si on se défend, ou si on fait une blague sur Gérald Darmanin, je considère que Gérald Darmanin, c'est lui qui a commencé un petit peu quand même. Donc je dis, bah oui, oui, c'est un réflexe de défense. On fait pas de blagues sur les gens qui nous attaquent pas. Oui, mais puis ça me permet aussi de faire la transition puisqu'on va entrer là dans le vif du sujet. Le débat, donc on l'a imaginé autour de trois axes. On va peut-être d'abord aborder un peu le rôle de l'humour en temps de guerre. Ensuite, on va regarder un peu la temporalité de l'humour, s'interroger s'il y a des bons moments pour faire des blagues. Guillaume, vous allez nous Le sens du timing. éclairer voilà, sur ça. Le sens du timing, c'est Et moi. Ouais, ouais. et ensuite, en troisième partie, on va aussi se poser la question donc du risque que les humoristes encourent en faisant ces blagues. Donc pour commencer, Alia, une question à vous. Vous qui avez travaillé sur le rire, comment analysez-vous l'humour dans les écrits et les discours des résistants? Est-ce que vous les voyez comme une forme de mise à distance, forcément? Mais alors, c'est peut-être le moment de donner un ou deux exemples, justement, puisque. Comment ça marche, en fait? Là, vous n'êtes pas encore sur le PowerPoint. Ah,
Euh, oui, alors je pense que ça part du constat d'une réalité assez insupportable. Alors là, il y a évidemment, je suis obligée un peu de traiter du temps. Euh, Se moquer d'Hitler, à l'époque où c'est pas Hitler encore, puisque on est en octobre 1930, on est sous la République de Weimar. Les journaux satiriques sont très nombreux, ils ont le droit de s'exprimer et il y a une tradition satirique en Allemagne, évidemment, comme dans tous les pays européens. Euh, mais le parti nazi existe et il y a une façon en fait de croquer Hitler qui le fait paraître ridicule, puisque voilà, il a des plumes dans les cheveux, enfin, il ressemble quand même pas à un grand chef de guerre. Quand même, le côté sanglant, on le voit puisqu'il a quand même une tête au bout d'une pique. Et en fait, cette caricature qui vient d'un journal qui s'appelle Hulk, qui s'appelle La Plaisanterie, reprenait justement une des déclarations d'Hitler à l'issue du procès de Leipzig, où des nazis avaient été jugés et condamné à des peines pas très lourdes, justement. Mais Hitler avait déclaré, quand on arrivera au pouvoir, des têtes vont tomber. Et donc là, voilà, la satire prend tout de suite. Alors ensuite, on n'est pas encore, là, dans la République de Weimar, on n'est pas dans un régime qui ne laisse aucune place à la liberté. Quand Hitler arrive au pouvoir, alors évidemment, il n'est plus question euh, enfin, d'autoriser une presse qui aurait ce genre d'humour. Et si on parle de la, comment on fait? Ah, vers le bas? Ah, voilà. Là, maintenant, c'est des tracts que j'ai trouvés dans les archives de la Résistance française. C'est des papillons que tout le monde a pu fabriquer et qui disent exactement ce que Guillaume disait tout à l'heure, c'est-à-dire il nous fait pas peur. Et alors, ces tracts, évidemment, ces papillons collés sur les murs, disent assez facilement ce qu'évoque le nazisme, puisque on voit, il n'y a même pas besoin de mots. Donc, c'est assez économe. C'est assez dangereux aussi comme activité, mais c'est assez économe et ça dit en peu de traits ce que l'on peut dire. Et une manière de se moquer des occupants qui sont quand même très 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 présents, qui défilent tous les jours sur les Champs-Élysées, qui ont occupé absolument tous les hôtels parisiens et une très grande partie de la France, eh bien se moquer d'eux, ça veut dire qu'on n'en a pas peur. C'est-à-dire qu'on défait la puissance qui est quand même la puissance de l'oppression et de l'occupation. Donc en fait, c'est vraiment le premier motif de l'humour. Bon, je vais m'arrêter là, puis Merci bon, beaucoup. sinon je fais un cours pendant 1 heure, bref. C'est passionnant. Je me tourne vers Guillaume. Donc, dans un monde contemporain qui est également marqué par des conflits, comment utilisez-vous l'humour aujourd'hui? Est-ce qu'il est pour vous aussi un moyen de critiquer et de questionner certaines dynamiques de pouvoir? Oui, alors moi, je prends pas autant de risques, hein, puisque je fais de l'humour en France dans les années 2000, donc c'est quand même, on n'est pas sur le même niveau de courage, je veux dire. Mais moi, je me suis toujours servi de l'humour, oui, pour critiquer, on va dire, les rapports de force. Moi, j'ai un gros problème avec la hiérarchie et les rapports de force de domination. Je comprends pas pourquoi on dit que quelqu'un est au-dessus de quelqu'un ou en dessous de quelqu'un. Je comprends pas les gens qui veulent user et abuser de leur pouvoir. Enfin, ça m'échappe complètement. Et je trouve ça ridicule. Donc, puisque je trouve ça ridicule, je trouve matière à rire assez rapidement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des profs. C'était pas les profs en tant que... Désolé pour les profs. C'était pas les profs en tant que... Oui, voilà, en tant que transmetteur de savoir. C'était les profs en tant que garants de l'autorité qui nous disaient taisez-vous, rentrez en rang par deux, etc. C'est plutôt ça que je comprenais pas. Bah, encore une fois, je l'analyse aujourd'hui. À l'époque, je faisais juste, je répondais aux profs et je faisais des blagues et c'était voilà, ça s'arrêtait là. Mais est-ce que c'est moi qui fais du bruit comme ça? Je sais pas. Et ouais, il faut, ouais. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, comme c'est toujours ça qui me questionne, voire qui m'obsède, je continue sur cette trajectoire. Et évidemment, on fait des blagues sur les gens qui ont l'autorité aujourd'hui, qui sont à la tête des États, qui sont à la tête même des organisations politiques.
parce que je trouve toujours ça ridicule. Donc oui, il y a une continuité dans, dans mon espèce de réflexe enfantin, j'ai envie de dire. Et puis pour terminer, pour essayer d'être tout à fait pas complet, mais en tout cas pour conclure cette première réponse, je dirais que l'humour, souvent, ça sert à désacraliser et que le pouvoir a besoin de sacré. Parce que le pouvoir, il n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient te dire bonjour, tu dois me vous voyez et me faire une révérence parce que je suis la reine d'Angleterre. Ça n'a absolument aucun sens biologiquement dans l'espèce humaine. Donc il faut des codes sociaux. Et l'humour, ça révèle, je trouve, l'absurdité de ces codes sociaux de notre espèce qui se veut la plus incroyable et la plus brillante de la biosphère et qui est juste une espèce de primate un peu pâteau et un peu dégénéré. Vous voulez réagir, Alia, ou pas? Bon, en fait, ça correspond à une partie du message résistant. Regardez par exemple ce tract j'ai retrouvé dans les archives à Besançon. Si un soldat allemand trouve ce tract, il voit quoi? Il voit quatre petits cochons, Voilà. Mais si il le plie. il est plié Pas mal. correctement, ce tract, C'est on voit, créatif, hein? Ouais, on pas voit de mal, quoi on ouais. parle. Et donc, vous avez évidemment je dirais même pas une métaphore, mais une sorte d'assimilation entre les quatre petits cochons qui peuvent Ouais. représenter les occupants et celui qui est leur fureur. Donc, donc, on a exactement l'illustration de ce que vous dites dans le rapport à l'autorité, sauf que là, évidemment, c'est une autorité oppressive, répressive, et qui ne plaisante absolument pas, justement, avec ce genre de manifestation. Donc, c'est une manifestation d'hostilité au premier abord, mais c'est aussi une manière de refaire du lien, puisque quelle est la première conséquence en fait d'une occupation militaire? Eh bien, c'est que certains vont se ranger du côté de l'autorité et d'autres ne pas supporter. Et en tous les cas, ne pas supporter ni la présence de l'occupant, ni ces nouvelles lois, ni évidemment l'injustice, surtout quand l'occupant élabore des tas de législations qui sont persécutrices de diverses catégories qu'il a désignées et qui a un gouvernement collaborationniste qui lui emboîte le pas et qui même est un peu en rivalité avec l'occupant. Donc ça, c'est vraiment un réflexe qui est de refaire société, de recréer du lien, parce qu'en réalité, ce que vous oubliez de dire, c'est que vous mettez les rieurs de votre côté. Quand vous faites le pitre en classe, vous avez toute la classe qui rigole. Et donc, alors évidemment, l'occupation n'est pas une salle de classe. Et on a un réflexe qui est d'une manière permettre de dire ou de dénoncer certaines réalités qui sont absolument insupportables. Donc ça, c'est un dessin. Alors, il est plus anti-français que anti-allemand, puisque en France, il y a aussi un gouvernement qui collabore. Et le simple fait de mettre en image ce qui se passe, c'est-à-dire, bon, bah, il n'y a plus rien à manger, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme portrait du maréchal? Bon, bah, ça, c'est dans un journal, d'ailleurs, qui s'appelle, je ne sais plus dans quel journal c'est sorti, non, parce que ça a été publié après la guerre. Il n'y a donc pas un jour sans maréchal, mais c'est vrai que sous Vichy, ils organisaient un jour sans pain, un jour sans viande, un jour sans beurre, tout simplement pour mettre en slogan la pénurie. Enfin, comme si on avait C'est organisé. un jeu, ouais, ça. Voilà. En tous les cas, c'était une sorte d'adhésion à un régime. Donc, le rire, ça provoque effectivement une sorte de défaite de l'autorité, mais ça provoque aussi du lien, c'est-à-dire parce qu'on rit ensemble, on rit jamais seul. Et c'est l'un des réflexes. J'enchaîne avec une question là-dessus. Toutes les pastiches, les poèmes à double sens et tout ce que vous avez retracé finalement dans votre livre, euh, est-ce que tout a été bien compris à l'époque comme justement un acte de défiance et comme un acte de résistance ou pas? Alors, dans les poèmes à double sens, je crois que ce qui était le plus drôle, c'est que précisément, si vous lisiez ce poème, vous trouviez ah mais c'est un poème à la gloire du maréchal. Et donc, le maréchal en recevait plein. Il recevait des cadeaux, il recevait toutes sortes de choses, des photos avec des enfants, etc. Et donc, l'un de ces poèmes
pouvait se lire dans plusieurs sens. Enfin, en fait, il y en a plusieurs, hein. Dans le recueil, j'en ai trouvé au moins deux. Si on le lisait dans un certain sens, ben, c'était à la gloire du maréchal. Mais si on lisait verticalement toutes les premières lettres, c'est un acrostiche, c'était merde pour Hitler. Et donc, évidemment, ça a circulé. Alors, il y avait ceux qui avaient compris et qui trouvaient ça très, très drôle, et ceux qui n'avaient pas compris, qui se disaient, ah, mais alors ça a quand même, enfin, celui qui a été l'auteur de ces poèmes a fini par se faire prendre. Il a passé quand même quelques mois en prison à Saint-Luc, à Montluc, pardon, pas à Saint-Luc. Merci Guillaume. Une question aussi à vous par rapport à la résistance et l'humour. Est-ce que résister par l'humour, c'est encore accepté aujourd'hui? Ou doit-on considérer, et je me permets de reprendre ici une interrogation que vous posez dans votre ouvrage, que les humoristes devraient se taire en temps de guerre? Ah, question compliquée. Est-ce que les humoristes devraient se taire en temps de guerre? Tout dépend comment on définit l'humour et où on se trouve dans cette guerre. De quel côté? Est-ce que la guerre a lieu près de chez nous? Il y a une question, peut-être on va en parler tout à l'heure, de timing, oui, mais aussi de géographie. Moi, c'est pas tellement la question même de contexte ou de temporalité, c'est plutôt la question d'intention. Pourquoi? C'est plutôt pourquoi on fait telle blague, qui dit cette blague et pourquoi il l'a fait à ce moment-là. C'est plutôt ça qu'il faudrait se poser comme question, parce qu'il y a le sempiternel, peut-on rire de tout? C'est une question un peu tarte à la crème, mais qui est un peu perdue de son sens. Bon, pour moi, la vraie question, c'est pourquoi on rit. Alors effectivement, si on est en temps de guerre et qu'on a besoin de cette soupape de respiration, de fédérer ses copains, ses copines et de rire ensemble pour dire, bon voilà, la réalité nous fait pas peur, on va y aller, on se motive, on se tient chaud. Ça me paraît pas la même chose que si on rit avec les occupants nazis, parce qu'il y avait aussi un humour, il y a un humour d'oppressé et un humour d'oppresseur. Donc les nazis avaient peut-être potentiellement des excellentes blagues aussi, qui n'ont pas vraiment les mêmes intentions. Donc la question de l'humour, moi je la place jamais sur est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle, parce que c'est vraiment impossible de répondre à cette question. Ça dépend de qui dit la blague et ça dépend de qui la reçoit. Moi je prends toujours le même exemple, mais dans la cour d'école, on peut harceler un élève et le pousser au suicide avec de très bonnes blagues. Donc c'est pas la question. La question c'est pourquoi on le fait. Donc, est-ce que l'humour peut servir à résister? Le mot est un peu fort, quoi. C'est vrai que c'est le titre de la soirée, résister par le rire. Mais moi, je vois ça plutôt comme un réflexe que comme un acte. Et là, dans ce qu'on a vu depuis le début, je prends plutôt ça comme voilà, quelqu'un qui a envie de reprendre le dessus sur la réalité et de se dire bon, il faut que je m'exprime d'une manière ou d'une autre et avec de la créativité, le truc de découpage et tout, je connaissais pas, de pliage, je connaissais pas. Voilà, il y a un truc que je dois faire sortir de moi et que je dois diffuser. Je le fais, quels qu'en soient les risques. Et c'est hyper intéressant que ça se fasse dans des périodes et dans des lieux aussi tendus. C'est-à-dire que même là, même à ce moment-là, il y a quand même des gens qui trouvent la force de faire ça. Ça me rend optimiste sur la nature humaine. Bah, il y a même de l'humour en camp de concentration, Ouais, parce c'est qu'il ça, y a ouais. les textes de Germaine Tillon, cet opéra comique Ouais. qu'elle a écrit, enfin qu'elles ont écrit collectivement à Ravensbrück, qui s'appelle le Faire Fugbar aux enfers, et qui dit voilà, sous une ironie. Alors évidemment, pour nous, c'est pas tordant non plus, mais avec beaucoup Ouais. d'humour, ces femmes disent bah, pourquoi elles ont fait de la résistance, comment elles ont été arrêtées, comment elles ont été torturées, qu'est-ce qu'elles font à Ravensbrück. Donc, Mm. il n'y a pas, je dirais, de lieux qui interdisent l'humour. Au contraire, parce que parfois, la survie tient à ça. Ouais, ouais. Et il y a un côté presque tragique, en réalité, Mm. de ce recours à l'humour dans certaines circonstances. On sait très bien que dans les prisons, enfin, absolument partout, mais c'est quelque chose qui rattache à la vie. Et c'est pour ça que c'est un réflexe qu'on prend très au sérieux. Parce que je crois que moi, je ferais la différence entre l'humour des périodes d'oppression, enfin, voilà, dans des pays totalitaires où ça rappelle la conversation qu'on avait tout à l'heure, tout est suspect, hein, chaque mot, chaque accent, tout est suspect.
Et puis l'humour qu'on peut pratiquer dans des pays où quand même les citoyens ont les mêmes droits les uns ou les autres. C'est pas du tout la même atmosphère. Et c'est ça qui change fondamentalement ben, la réponse à la question peut-on rire de tout? Ouais, Non, comme des proches diraient, oui, mais pas avec tout le monde. Enfin, ouais. il répond, mais D'ailleurs, c'est intéressant parce que des proches, quand il dit peut-on rire de tout, c'est un peu dévoyé aujourd'hui. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'avait pas envie d'être là. Il le dit dans le tribunal des flagrants délires. L'invité, c'est Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et il n'a pas envie d'y aller. Et donc, il se pose la question, peut-on rire de tout? Et quand il dit pas avec tout le monde, ça veut dire pas en complicité avec la personne avec qui tu es. Ça veut pas dire on peut plus rien dire et c'est maintenant repris, c'est repris comme ça, mais c'est pas du tout le sens initial de la phrase. et ça donne justement un élément de plus pour définir l'humour. C'est une connivence. Ouais, c'est Voilà, ça, on voilà. est Ouais. dans la connivence. Alors, les régimes totalitaires ont essayé, enfin, notamment les fascistes italiens, ont essayé de faire un humour fasciste. Et donc, dans les années 20, ils ont, bon, évidemment, interdit tout l'humour antifasciste, mais ils ont essayé de créer voilà, des personnages qui seraient compatibles avec le fascisme. Et alors, ils ont transposé toutes les blagues italiennes en pays étrangers. C'est-à-dire que si, par exemple, les humoristes voulaient se moquer des magistrats italiens, ben, en fait, ils se moquaient des magistrats français. Et donc, on gardait une forme d'humour. Et chez les nazis, ils ont essayé aussi de faire un humour nazi, sauf que ça n'a pas du tout marché parce que c'était normalement une sorte de dialogue entre deux comiques, entre guillemets. Un qui respectait la législation nazie à la lettre, qui faisait absolument tout ce qu'il fallait faire, qui était un bon nazi, et l'autre qui était, voilà, qui faisait absolument pas. Alors, le public allemand a préféré celui qui faisait absolument rien de ce qui était permis. Et donc, ils ont arrêté aussi. Et donc, Goebbels C'est a dit, non, contre-productif, mais ouais. ça marche pas. Voilà, la propagande ne marche pas bien. On va arrêter. Ça me permet peut-être aussi de venir sur le thème de la temporalité. On en avait discuté un peu, donc notamment dans votre travail de collecte, en fait, les différents pastiches, poèmes. Vous vous êtes aperçu qu'il y en a certains, en fait, qui faisaient rire à l'époque, mais qui ne font plus rire aujourd'hui. Et donc la question serait comment expliquez-vous cela? Est-ce que ça veut dire que l'humour, elle est forcément articulée à un contexte et à aussi peut-être un contexte culturel et politique? Oui, moi j'ai remarqué que, alors ils sont pas toujours bien datés, hein, les tracts et les documents. Certains sont datés parce que, soit par leur contenu, soit parce que ça a été publié, donc il y a une date de journal. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'humour de 44 n'est pas du tout le même de celui de 40. Parce qu'en fait, dans l'humour de 40, il y a beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que je vous ai mis un peu ce nouvel alphabet français. Je ne sais pas si vous arrivez à le décrypter. C'est un tract que j'ai trouvé en plein d'exemplaires, sous plein de versions différentes. Eh ben, c'est un alphabet. Et donc, un Allemand qui lit ça ne comprend rien, puisque il faut être voilà, de langue maternelle française pour le comprendre, puisque, je ne sais pas si vous arrivez à décrypter, la nation abaissée, la gloire effacée, etc. Et à la fin, mais l'espoir est resté. Est resté. Pas Donc j'ai mal. trouvé que l'humour du début des années 40 était, enfin, je trouvais un peu plein d'espoir. Et celui de la fin, alors si j'arrive à vous trouver une date, donc ça c'est les miliciens, bon ça c'est très très drôle, le testament d'Hitler, la croix gammée Oui, est à l'envers. Donc ça c'est, alors je saute un peu du coq à l'âne, mais ça a été, c'est une commande du ministère de l'Information britannique qui a recruté un très grand dessinateurs allemands et qui, pendant la guerre, ils ont édité des brochures qui s'appelaient le nazi en 12 leçons, pardon, en 21 leçons. Et ce texte, enfin ce dessin a été repris dans toute la presse, donc en dehors de l'Europe occupée, et qui était une manière de reprendre ben, tous les stéréotypes nazis, mais de les retourner contre les nazis. Donc le type a rien, vous avez vu un homme blond comme Hitler, mince comme Göring et grand comme Goebbels. Donc ça a beaucoup circulé et ça a été publié dans plein
dans plein de publications. Mais en fait, l'image que je voulais trouver, oui, voilà, le voilà en couleur. Et ça, là, c'est l'original. Attendez. Ah oui, ça, c'est le. Je n'arrive pas à vous trouver. Donc au début, bon, ces papillons, on les trouve pendant toute la période. Mais ce que j'ai trouvé comme humour, là, j'ai pas le temps de vous trouver l'image, c'est les dessins de 44, c'est quand même des dessins de crimes. Des crimes de la milice, les crimes des nazis. Il y a notamment un dessin qui a été publié dans le New York Times non, dans le New Yorker, pardon, et qui a été repris par toute la presse, notamment de la France libre, où on voit, sont dessinés le bas d'une potence. Donc on voit des pendus, et notamment des femmes, où on voit que leurs pieds. Et en dessous, il y a Hitler qui demande à Himmler pourquoi il ne nous aime pas. Voilà. Et donc, en fait, l'humour des années 43-44, je trouve qu'il est beaucoup plus grinçant parce qu'il y a plus de sang, en fait, il y a plus de crimes. Voilà, voilà le timing que j'ai pu recomposer. Et d'autre part, les chansons de 44, alors que j'ai pas gardé parce que l'éditrice m'a dit, mais en fait, c'est pas drôle. Promettait quand même des tontes à des femmes. Et donc, moi, j'avais au départ gardé la chanson en me disant, bah voilà, ça, au moins, on est sûr que c'était préparé. Et puis, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas drôle. Elle t'a cancel. Non, Toi aussi, non, t'as été censuré, dis donc. non, en fait, j'étais d'accord avec elle parce que je me suis dit, mais c'est vrai que le but de cette anthologie, c'est pas, oui, c'est pas de faire grincer des dents. Voilà, c'était moi mon projet n'était pas subversif, alors que j'imagine bien que tous ceux-là, oui, tous ces dessins-là, tous ces tracts ont un projet subversif. Guillaume, aussi une question, donc sur le timing Ouais, le plutôt, timing, qui allons-y. nous permet de revenir donc sur, je ne sais pas comment le qualifier, blague Le ou Prépuce-Gate. le prépuce gate, voilà, de France Inter. Voilà, on t'a souvent dit c'était pas le bon moment. On est dans un contexte en France avec une recrudescence de cas ou d'actes antisémites et que voilà, tu n'aurais pas dû faire cette blague à l'antenne à ce moment-là. Donc la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu penses que la satire politique doit respecter justement une certaine temporalité et de fait aussi une sensibilité politique ou est-ce que ça serait lui couper le pied enfin couper l'herbe sous le pied? Ben, c'est-à-dire que moi, j'avais été engagé à France Inter pour faire des chroniques d'actualité. Donc, s'il fallait que j'attende que ça soit plus d'actualité pour faire ma chronique, carrément, j'aurais même pas respecté mon contrat de travail. Et ils auraient dû me virer. C'est à ce moment-là qu'ils auraient dû me virer. Là, j'ai juste trop bien fait mon travail. Donc, j'avais demandé une augmentation dans un premier temps. Après, j'ai demandé un diplôme d'employé du mois. Ils m'ont dit non, bon, tant pis. Donc, c'est compliqué parce que c'est une question de sensibilité. C'est la question de est-ce qu'il est trop tôt ou trop tard pour faire tel type de blague? Bon, en fait, moi, je trouve que c'est la sensibilité de la personne qui fait la blague. Il y aura toujours des gens, de toute façon, pour être choqués, pour dire c'est trop tôt, pour dire c'est trop tard, pour dire c'est pas drôle, mais c'est normal. Quand on fait une blague, moi, je fais pas de l'humour pour faire rire tout le monde. Quand quelqu'un me dit je te trouve pas drôle, bah, moi, il y a des gens que je trouve pas drôle et que d'autres personnes trouvent drôle. Enfin, bon, c'est la base, hein. Désolé, j'enfonce des portes ouvertes, mais oui, c'est la base de même chaque prise de parole en public. C'est même pas tant que de l'humour. Il y a une deuxième partie dans ta question, c'était effectivement ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, la direction de Radio France m'en a parlé quand j'ai été convoqué la première fois. Il y a une recrudescence des actes antisémites en France. C'est pas bien d'avoir fait cette blague. Mais c'était pour lier ma blague aux actes antisémites. J'ai dit pardon, mais j'ai absolument rien à voir avec ça. En plus, c'était le moment où il y avait des étoiles de David qui avaient été taguées en bleu. Donc après, on a découvert que c'était un espèce de russe bizarre. Enfin bref, ça n'avait vraiment aucun rapport. Et puis de toute façon, de base, moi, la question n'était pas là. C'était la question. La question était, est-ce que ma blague, elle est antisémite ou pas? C'était ça la seule question à se poser. Moi, je considère qu'elle l'est pas. Après, j'ai dit à Radio France, si vous considérez qu'elle l'est, virez-moi. Ne gardez pas quelqu'un à l'antenne qui fait des blagues antisémites. C'est vraiment insupportable. Par contre, si elle n'est pas antisémite, défendez-moi à fond. Vous avez absolument pas le choix. Il y a vraiment deux chemins à prendre. Et comme c'est des macronistes, ils ont pris le chemin du milieu, comme ça, en allant d'un bord à l'autre, et puis ça donnait des communiqués absolument ridicules.
mais moi, j'ai refusé d'office qu'on me parle d'actes antisémites dans ce type de convocation, de réunion. Enfin, quand j'ai eu affaire avec les dirigeants de Radio France, pour moi, j'ai absolument rien à voir avec ça. Et pour finir, je trouvais même ça antisémite qu'on m'accuse d'antisémitisme, parce que ça liait tous les juifs à Netanyahou. Enfin, moi, j'ai jamais parlé des juifs, encore heureux, bien sûr. J'ai parlé d'un criminel de guerre, donc je trouvais ça vraiment bizarre de faire ce type d'amalgame. Mais c'est intéressant cette question du timing, parce qu'en fait, il est double le timing. Il y a le timing de celui qui va émettre cette blague et le timing de réception. Et je pense que enfin, c'est comme ça que je comprends ce qui vous est arrivé, c'est que dans le timing de réception, je pense qu'il y avait tellement d'émotions liées à toute autre chose, enfin, au contexte international, mais aussi au contexte national, et puis à une sorte l'émotion, en fait, ça pulvérise les repères. Et ensuite, le procès qu'on vous fait, tel que je le comprends, c'était... Et voilà, est-ce qu'on interprète comme antisémite quelque chose qui ne relevait pas de ce registre? Et donc, c'est là qu'il y a deux temps de réception. Et alors, pour vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, au départ, moi, j'avais choisi ce tract. C'est génial parce que c'est au pochoir et donc les résistants fabriquent des pochoirs pour pouvoir tirer plus d'exemplaires de ce papillon qui colle. Et alors voilà, moi je voudrais demander à la salle qu'est-ce que vous voyez. Et après, je vous raconterai la mini anecdote que j'ai. Ok, ok. Mais en termes de réception, ça n'a pas été très bien reçu non plus. Ah oui, parce qu'on met un petit temps à voir ouais, Exactement. ouais, les bottes. Ouais. Exactement. Mais est-ce que tout le monde voit les bottes? Parce que moi, c'était ce que j'avais choisi pour couverture. Ah ouais, ouais, Et ouais. je me disais, c'est génial, Raus, ça veut dire dehors. Ah, ouais. Et puis, la croix gammée se transforme en botte, c'est-à-dire coup de pied au cul, quoi. Ah oui, mais ça peut Donc, être interprété de. Eh voilà. oui, bien sûr. Alors, on fait une maquette, comme on dit chez Gallimard. On passe dans tous les services et tout le monde dit, mais ça va pas. Tout le monde devient De blanc. faire un bouquin avec une croix gammée sur la Ouais. couverture, mais même pas en rêve. Et d'abord, on ne sait pas ce que veut dire Raus. Je dis quand même, vous avez tous vu un film où il y a un Allemand qui hurle Raus, même si vous savez La pas grande l'allemand, vadrouille, merde, c'est la base. évidemment. Donc, non, bah, on comprend pas Raus et on ne voit pas les bottes, on voit Hmm. la croix gammée. Et donc, bah, sans faire de rapprochement un peu, voilà, ou d'amalgame, mais peut-être qu'on peut comprendre ce qui vous est arrivé avec ce que vous vous dites dans le temps où vous émettez, qui est celui de l'actualité, de votre point de Hmm. vue. Et par contre, la réception arrive voilà, dans une sorte de violence. Enfin, c'est reçu avec une violence qui n'était évidemment pas prévue dans la blague. Et là, on parle des gens qui ont été sincèrement choqués. Mais il y Exactement. a eu beaucoup plus de gens de mauvaise foi et malhonnêtes intellectuellement. Alors ensuite, moi, je vous ai apporté un petit... Je suis tombée dessus par hasard, hein, et c'est un journal satirique qui est un peu l'ancêtre de Paris Soir, et qui faisait le 10 mai 1919, donc après la grande victoire, Première Guerre mondiale, une blague sur Clémenceau, donc le père La Victoire, c'est lui Ouais. qui était l'artisan de la victoire, Clémenceau, le vieux chêne sanglant. Avec une blague, Ouais, donc sanglant, ouais, et ça ouais. s'écrivait sanglant avec un D. Ouais. Alors, évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, mais Il était viré de la radio aussi. non, non, c'était la presse satirique écrite, mais j'imagine qu'en tous les cas, les adorateurs de Clémenceau ont dû s'étrangler, Ouais, ouais, oui, c'est le c'est cas de le dire, voilà, puisque c'était la personne intouchable, le c'était sacré. Ouais. celui qui On en avait revient quand là. Ouais. même été à l'origine de l'union sacrée et de la victoire contre les Allemands. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a toujours deux temps, il y a un temps émetteur et puis un temps de réception. Et parfois, ça coïncide pas. Et c'est pas grave. De toute façon, non, mais ça coïncide jamais parfaitement pour tout le monde. Et il y a même un temps, il y a même pas qu'un temps, il y a une question de géographie aussi. Parce que là, je reviens de Belgique. Là, j'étais en Belgique il y a 2 jours. Personne, dans tous les médias, ils me disaient, mais nous, on n'a même pas compris
ce qui posait problème. Donc, de l'autre côté de la frontière, parce que c'est un pays qui n'a pas la même histoire, etc., etc. Donc, oui, nous, en tant qu'émetteurs de blagues, on va dire, on peut pas prendre en compte toutes les sensibilités de tout le monde. Ça, c'est impossible. Enfin, en tout cas, on peut les prendre en compte en se disant, bah, il y a des personnes qui vont être choquées, il y a des personnes qui vont être tristes, peut-être, oui. Quand on fait des blagues sur Xavier Dupont de Ligonnès, bah, ça blesse peut-être, voilà, j'allais dire la famille de Dupont de Ligonnès. Bah, du coup, non. Et voilà, on va avoir des problèmes. Non, mais voilà, déjà les survivants de son entourage, etc. Donc, bah, c'est impossible de prendre en compte les sensibilités de. Mais, voilà, peut-être, voilà, oui. Mettons-nous du côté des criminels. Non, arrête-moi, coupe-moi quand je pars comme ça. Question suivante. Ouais, j'ai justement une question qui me trotte dans la tête en vous écoutant Ah, là toutes les deux. Euh, c'est lié en fait aussi, je pense, au contexte de la mondialisation, de la globalisation, le fait que tout en fait est interconnecté et qu'on peut plus considérer qu'en fait on fait une blague juste pour son public entre guillemets national. Et donc, euh, comment on gère ça en tant qu'humoriste? Comment on gère justement cette question de bah, si je fais une blague aujourd'hui, comment elle va être réceptionnée possiblement? Je ne sais pas si tu te poses ces mais en questions-là. vrai, non. Enfin, si, je me pose la question, mais la réponse, c'est je m'en fous. Non, mais je m'en fous dans le sens où moi, je fais des choses qui me font marrer et après, je les partage. Voilà. Et comme on dit depuis le début, il y a des gens qui vont trouver ça bien, d'autres qui vont trouver ça pas bien. Donc, non, pour moi, c'est pas une question que je me pose. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire quand je dis cette blague. Et là, je veux bien être questionné là-dessus. Je veux bien qu'on me dise, bah, tiens, là, tu as fait cette blague, j'ai compris que tu voulais dire ça et je suis pas d'accord avec toi. Et bah, là, à ce moment-là, on peut débattre et je dis pas que j'ai raison. Alors, vraiment loin de là. C'est juste comme chaque pratique artistique. On émet un point de vue, une opinion sur ce qui nous touche, de la manière dont on souhaite le faire. Alors ça peut être, bah, moi c'est des blagues, mais ça peut être, je sais pas, une peinture, un poème. Et puis après, il y a des gens qui peuvent être en désaccord, ça, pas de problème. C'est pour ça que quand on dit parfois, ça rejoint ta question sur mon public ou ces choses-là, parfois on nous dit, vous prêchez des convaincus parce qu'on s'adresse voilà, à une certaine frange de la population. Mais moi, je prêche pas du tout. Moi, je cherche même pas à convaincre des gens. Je cherche juste à donner mon point de vue sur une situation. Et puis après, on en débat si vous voulez, ou alors on va boire un café et on parle de foot. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais après, ça m'appartient plus ce qui se passe après l'émission de la blague. Donc ça voudrait dire donc aussi, quelque part, toute forme d'humour est légitime. Ah bah oui, mais je vais donner un exemple, tiens, parce que moi, je suis un homme blanc hétérosexuel de 43 ans, donc je suis rempli de biais. Et j'ai déjà fait, par exemple, pour donner un exemple précis, une blague sur, je sais plus laquelle elle était précisément, mais genre en gros, ça voulait dire, on ne sait pas ce qu'il y a dans les nems, tu vois. Donc, et j'ai reçu un mail d'une une personne d'origine asiatique qui m'a dit, franchement, c'est un peu un cliché anti-asiatique de dire on est fourbe, on cache des trucs dans les nems. En plus, complètement con, parce que les nems, tu sais très bien ce qu'il y a dedans, c'est marqué. Et j'ai trouvé qu'elle avait raison. Et je me suis dit, oui, oui, c'est con. Et je trouvais que c'était un biais raciste que j'avais. Donc, je suis vraiment pas du tout contre le fait qu'on commente mes blagues ou qu'on dise, tiens, j'ai pas aimé. Mais quand c'est argumenté, là, c'est intéressant. On me dit, bah, moi, je trouve que c'était pas ouf. Et souvent, en plus, les gens, ils sont sympas parce qu'ils disent, d'habitude, j'aime bien tes chroniques. Mais alors, du coup, ça me flatte un peu. Et après, ils me disent, sauf ça, c'était nul. Et mais, comme c'était argumenté et qu'au final, la personne m'a convaincu, mais je trouvais que c'était une bonne chose qu'elle me le dise. Et ça m'a fait changer. Je trouve que ça m'a fait évoluer en moins nul. Alia. Bah, ensuite, dans le contexte dans lequel moi j'ai travaillé, la subversion de l'humour, enfin, c'est une vraie puissance parce que c'est une arme. Et là, évidemment, Bah, ça, je suis pas d'accord, moi, par exemple. on n'est plus, bon, on en débat. Là, comme on a dit que c'était un débat, mais on est d'accord depuis le début. Non, mais c'est la manière en fait dont on manie une arme de subversion, c'est vraiment pas justement. Ça n'a à peu près rien à voir avec ce que vous avez dit à l'instant. Là, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Ah, ah, C'est est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle? C'est pas le débat ça, on est dans d'accord. un régime voilà, d'oppression. C'est-à-dire qu'en fait, la question est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle, est-ce que ça me choque, est-ce que ça me choque pas, c'est des questions assez confortables. Ouais, Hein, on est d'accord. ouais, ouais, Et ouais, c'est ouais. pour ça que j'ai mis cette image que j'ai trouvée au musée de la Résistance de Besançon,
qui est un fanion, donc qui vient d'un maquis du Jura. Et lisez ce qu'il y a dessus, et c'est brodé, et moi j'étais très émue en fait de trouver ça. C'est qu'en fait, c'est une devise de guerre, c'est-à-dire que bon, bah, si on nous attrape, bon, bah, c'est la mort, mais le sourire, on l'aura jamais. Mais tu vois bien que ça, c'est pas une arme, par exemple. Tu Mais parles d'armes. ben, si, c'est une devise guerrière, puisque le maquis, il est combattant et ils savent qu'ils risquent leur peau. Ah oui, ils risquent leur peau, ils risquent de se faire buter, mais tu Oui, peux pas mais tuer quelqu'un avec ça. Une arme, le principe, c'est de non, se faire buter. non, mais ils ont compris que le sourire de connivence, ils le donneront jamais. Oui, ça, j'ai Voilà. compris le sens, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est une arme. Bah, alors, pas dans ce cas précis, mais ça fait partie des armes. Non, mais en fait, on essaie de pas être d'accord. Ouais, c'est plus Et intéressant. donc, non, mais non, je pense que le contexte dit tout, mais c'est pas non plus le contexte qui doit interdire ou empêcher, puisque l'humour est une expression qui n'est pas la même on va dire, en temps de paix, dans un pays où on n'est quand même pas privé de toutes nos libertés, fort heureusement, parce que c'est l'exercice de la liberté. Et dans un autre cas, l'exercice de la liberté est en lui-même subversif et répréhensible, et d'ailleurs réprimé. Ah, je peux mettre un bémol juste pour pas être d'accord avec toi tout à fait, mais je suis d'accord avec toi sur évidemment sur 99% de ce que tu viens de dire, mais on avait préparé, on fait un spectacle en fait. Non, mais sur le côté régime oppressif, moi je considère qu'on est quand même dans un régime oppressif. C'est évidemment c'est une question de degré. Ouais, évidemment que c'est sans commune mesure avec l'Allemagne nazie. Enfin, je suis pas en train de dire que Macron et Goebbels c'est la même chose, bien sûr que non. Mais on est quand même dans un système oppressif. Moi, je le ressens moins que d'autres parce que, comme je l'ai dit, je suis un privilégié dans la société. Mais je pense que, je sais pas, quelqu'un qui va manifester ou quelqu'un qui se fait contrôler 4 fois par jour parce qu'il est noir, il a bien conscience d'être dans un système oppressif. Donc voilà, je mettais juste ce petit bémol-là en disant que l'humour de résistance, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, j'aime pas l'expression que je trouve un peu grandiloquente, mais il est pas, il est loin d'être has-been, quoi. Non, j'ai pas dit que toutes les libertés étaient Oui, absolument oui, non. J'ai pas dit que tu avais totales. dit ça. Mais globalement, c'est un état de droit et la loi Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. accorde quand même les mêmes droits à tout le monde, au moins en théorie. Non, parce que Retailleau, il a même dit l'état de droit, je m'en fous. Il y a pas plus tard qu'il y a. Non, mais c'est vrai. La personne la plus condamnée des Alpes-Maritimes, c'est le préfet. Parce qu'il respecte pas le droit. Donc, je suis pas. Bon, après, Mettons qu'il y a des questions de degré, hein. il y a des questions de degré, ça. Évidemment que je suis d'accord avec toi. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça rejoint les questions qu'on avait donc pour la suite, à Ah, savoir pardon, là, la niquer toute la. question, non, non, de l'humour et justement de ses C'est risques, et ta faute. notamment la question des démocraties modernes Ouais. et les limites aussi qui te sont imposées en tant que humoriste. Et si tu les compares, ou pas d'ailleurs, à une forme de censure. Et je pense que voilà, ton cas est illustratif aussi Ouais. de ça. Voilà, maintenant tout le monde s'en est bien rendu compte. Moi, je trouve ça même triste pour mes anciens collègues de France Inter, quand ils répondent à des interviews en disant je suis libre de dire ce que je veux sur France Inter. Bon, tout le monde, bah, là, c'est une bonne blague. Pour le coup, tout le monde rigole. Et ça c'est évidemment, oui, c'est évidemment à déplorer. Évidemment que c'est sans commune mesure avec, enfin, avec énormément de pays dans le monde, hein, bien sûr. Mais le risque est là. Le risque est là. Et puis, comme on va de plus en plus vers un régime totalitaire, la montée des fascismes, de l'extrême droite, la trajectoire est présente. Enfin, on le sent même là. Les pressions sont là. Moi, juste, je fais une petite digression sur ce que j'ai vécu. Moi, j'en arrive là à écrire un livre et à me faire virer à cause de l'extrême droite. Parce que Pascal Pro décide d'en faire un sujet 2 jours après ma blague dans son émission à grand renfort de tweets, à grand renfort de coups de pression à la direction de Radio France qui cède à la pression. Donc c'est une faute aussi hein, de céder à la pression. Hein. Je veux pas dire que c'est, je veux pas les dédouaner évidemment, loin de là. Mais on peut considérer que je me suis fait virer par la fachosphère et par l'extrême droite française et par la lâcheté des macronistes. Si je veux j'ai bien résumé ou pas? Il y a aussi peut-être une question par rapport
À ça, en fait, une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce qu'on peut considérer finalement l'humour comme un véritable contre-pouvoir? Est-ce que l'humour aujourd'hui et peut-être aussi à l'époque dérange vraiment les décideurs Ah, on va pas politiques? être d'accord, ça va être bien ça. Ah non, 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 je pense que l'humour fait éclater les cadres et c'est d'ailleurs sa fonction. Euh, avec plus ou moins de dangers, là on peut quand même se mettre d'accord sur le Ah fait oui, qu'il y a ça c'est des sûr. dangers différents. Il est très évident que ce que je disais tout à l'heure, la force subversive de l'humour, elle lui est consubstantielle. Mais alors, c'est pas spécialement nouveau, et je trouve qu'on n'a pas besoin d'invoquer un cadre totalitaire pour dire que l'humour est fait pour déranger. Si on revient, par exemple, je sais pas, à la monarchie de Juillet et l'histoire des poires Mhm. de Louis-Philippe, euh, ils ont persévéré, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont été condamnés, le journal a des amendes de plus en plus lourdes, et ce qu'ils ont fait à la fin, c'est que l'arrêté qui les condamnait, ils l'ont imprimé sous forme de poire. Donc, mais Ils étaient ensuite, taquins plus aussi. jamais on ne pensera à Louis-Philippe sans penser aux poires. Et même les poires à l'envers là d'Hitler, c'est encore la référence aux caricatures donc du début du 19e. Donc, non, je pense que l'humour, c'est une affaire très sérieuse. Ça a c'est un fort potentiel politique et qui s'exerce bon, voilà, dans tous les cadres, avec plus ou moins, évidemment, de contraintes. Mais je trouve que la liberté, il faut s'en saisir et pas la lâcher dans la mesure où c'est possible et ce genre d'affaires, bien sûr, c'est certainement, moi, je ne connais pas tous les ressorts, mais je pense que c'est effectivement très manipulé. Mais évidemment, ça c'est à peu près évident. Mais ça ne veut pas dire non plus que on va vous emprisonner et vous empêcher de. Et vous avez bien résisté au fait que d'une certaine manière, vous avez persévéré dans ce que vous avez dit et rien lâché euh, de la liberté. Et c'est un acte de liberté. Enfin bon, quand on n'est pas là pour faire votre psychanalyse, je reviens, Tout ça je vient. reviens, je reviens, je reviens, à nos résistants. Il y a il y a une exposition qui est faite à la Libération. J'espère la retrouver. Alors c'était au tout début. Alors désolé, ça va un peu passer vite qui s'appelle L'humour interdit et qui a été euh, installé justement par une association de caricaturistes de Toulouse et qui date de l'automne 44. Donc la guerre n'est même pas encore terminée. Voilà. Ça, c'est l'affiche de L'humour interdit. Où, donc l'un des premiers réflexes, une fois la liberté retrouvée, même si la guerre n'était pas terminée, ils ont rassemblé tous les dessins qui avaient été publiés clandestinement, qui avaient été fabriqués clandestinement dans les camps, dans les prisons, dans voilà, tout ce que l'oppression avait produit comme forme d'humour. Et c'est intéressant que ce soit un geste tellement immédiat. Hein, septembre, octobre 44, la guerre est loin d'être terminée et le territoire français non plus n'est pas complètement libéré. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est pour répondre à cette espèce de nécessité ou d'urgence qu'il y a à conserver la liberté en toute, voilà, en toute occasion, en tous les contextes, en tous les cadres. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon, j'ai arrêté la psychanalyse, hein. On a oublié la question, de toute façon. On a On, bien répondu on- à cette question. Vous avez bien répondu. Voilà, Guillaume, on vous a couronné résistant, voilà, de votre époque. Voilà. On est arrivé donc presque à la fin du débat. Je me permets une dernière question avant de prendre vos questions, donc des auditeurs sur Zoom, mais aussi vous ici présents dans la salle. Donc peut-être une dernière question. Donc en quoi le rire, même
dans les moments les plus sombres de l'histoire, mais aussi de l'histoire donc contemporaine, doit rester une manière de réaffirmer quelque part notre humanité commune et en quoi la politisation pardon, de l'humour est un frein aussi à cela. Et donc ça me permet peut-être de revenir un tout petit peu sur ce que je disais tout à l'heure en introduction, à savoir en quoi se moquer du prophète, donc je fais ici référence aux caricatures de Charlie, serait quelque part plus légitime que de se moquer d'un chef d'État à l'antenne de France Inter. La réponse est dans la question. Pour moi, c'est la même. Enfin, si on doit pouvoir user de notre liberté d'expression dans le cadre de la loi, pour moi, il y a pas lieu de choisir entre les deux. On doit pouvoir faire les deux. Donc, oui, ça m'a beaucoup amusé de voir les commémorations de Charlie Hebdo avec tous ces gens qui parlaient de liberté d'expression, les mêmes qui m'ont fait virer étaient là. Vous vous rendez compte, la liberté d'expression est en danger. C'est assez génial, hein. L'humain, parfois, est quand même assez génial. Ça, il y aurait de quoi faire des caricatures enfin, ils sont déjà des caricatures dans la vie, d'ailleurs, ces gens-là, souvent. Et ça m'a également fait marrer de voir les gens qui m'avaient traité d'antisémite à l'époque commémorer à chaudes larmes la mort de Jean-Marie Le Pen. J'étais là, avec quoi, putain? Non, mais quand même, c'est fou. Et souvent, je dis, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais quand on dit la réalité dépasse la fiction, moi, je trouve que vraiment la réalité est plus drôle que n'importe quelle blague inventée. Il est génial le dessin avec Goebbels, Hitler, etc. Parce que c'est la réalité. Tu te dis, putain, mais oui, c'est quand même ces mecs-là qui disaient il faut absolument être grand, blond et fort. Et t'es là, what the fuck, putain, tu ressembles à rien du tout. Et parfois, il y a juste, oui, pas beaucoup à appuyer ou à souligner la réalité pour que ça soit marrant. Ça peut même aller au-delà, peut-être même dans une ère qui est en train de basculer. Les humoristes américains se plaignent de Donald Trump parce que le mec est déjà une caricature. Et tu peux pas tellement caricaturer un clown. Il dit déjà n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Et donc quand tu arrives et tu dis j'ai un sketch, je vais grossir le trait, tu seras toujours en dessous. Le mec est déjà deux pas plus loin. Donc ça va nous poser un autre type de problème. Mais bon. Alia, qu'est-ce qui fait, selon vous, La légitimité. que le rire ne fédère plus aujourd'hui? Oh, moi, je pense que ça fédère Oui. encore, Moi, mais je pense qu'il a jamais simplement. fédéré, par exemple, si on veut rentrer dans le débat. Mais ça dépend parce qu'en fait, ce qu'on appelle fédérer, parce Ouais. que on est aujourd'hui dans un monde tellement atomisé que voilà, il y a une sorte Je suis pas d'accord non plus. d'autosurveillance. Enfin, on peut se trouver soi-même illégitime à faire de l'humour. Mais la période dont je traite, euh, l'humour fait partie des armes qu'on a pour légitimer la liberté qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment inverser, c'est-à-dire reprendre sa liberté pour s'armer contre ceux qui vous l'enlèvent. Donc on est dans plusieurs inversions. Oui, mais je pense qu'on a du mal à comparer cette époque-là, que je n'ai pas vécue, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, je n'enseignais pas déjà en 62 dans certains endroits. Euh, mais je pense on doit pas comparer terme à terme cet humour produit dans une période de guerre mondiale et d'occupation et de persécution et de génocide et ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a quand même des armes pour se défendre. La preuve, on est là et on peut en parler. Donc, il n'y a pas d'humour illégitime en réalité. Tout est légitime, mais je vous dis que, enfin, moi, je reviens aux questions que je posais tout à l'heure. Aujourd'hui, on se demande si une blague est bonne ou pas, mais ça, c'est quand même déjà un luxe qu'on ait à se poser la question. Est-ce qu'elle est bonne? Et moi, ça me fait rire, moi, ça me fait pas rire. Donc voilà. Donc, je pense que le rire et l'humour n'ont pas du tout les mêmes fonctions, mais ça a quand même attrait à notre dignité, à notre liberté, à notre humanité, et que ça vaut d'être défendu, évidemment, comme liberté d'expression. Et ça, donc voilà, ça fait partie voilà, des combats. Je peux rebondir juste 2 minutes Oui. sur ce que tu viens de dire, parce que tu parlais de liberté. On n'a pas parlé depuis le début, mais pourquoi c'est à ce point, pourquoi l'humour fait à ce point peur au pouvoir? Moi, je considère que j'ai pas de pouvoir et je considère même pas que l'humour est un contre-pouvoir. C'est pour ça que je te taquinais en disant que j'étais pas d'accord avec toi. Moi, je refuse cette injonction à avoir du pouvoir. Je ne veux pas de pouvoir.
Et si je fais des blagues, c'est pas pour avoir du pouvoir ou reprendre du pouvoir. Par contre, l'idée de liberté me plaît. Et ce qui me fait halluciner, c'est à quel point plus le pouvoir en place est oppressif, plus il est faible et plus il se méfie des clowns. Moi, je trouve ça hallucinant à quel point le pouvoir m'a dit tais-toi. J'étais là, mais gars, j'ai un nez de clown, il va rien se passer, je suis pas du tout un danger pour toi. Et à quel point, par exemple, Bolloré peut être fébrile là-dessus. Moi, il m'a fait censurer un bouquin à l'époque où il avait Editis. Il a supprimé les guignols, parce que j'avais une blague sur lui dans le bouquin. Il a supprimé les guignols de l'info. À quel point il faut être fragile et pas du tout sûr de sa force et de son pouvoir de conviction, on va dire, pour agir comme ça. Moi, j'ai envie de leur faire des câlins. J'ai envie de leur dire, mais t'as peur, t'es juste un gars, t'as un gros flippé. Mais J'ai fait une l'humour, micro-blague, tu vois, je t'ai tiré un peu les couettes, t'étais là, non, censurez-le. non, mais l'humour, c'est pas détenir le pouvoir. Par contre, ça pulvérise toutes les positions Ah de oui, pouvoir ça oui, et ça pulvérise toutes les hypocrisies du pouvoir oui, et ça fait voler en éclats tous les faux semblants. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Enfin, oui, parce du qu'eux point ne de tiennent vue, que pour ça, ouais, bah, que par ça, ouais, évidemment, bien sûr, ça évidemment. on est d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, les nazis prennent ça très au sérieux. Si vous êtes pris avec des tracts humoristiques, ils vont pas dire ah ah, on rigole bien chez vous, pas du tout. On va dire mais en fait, vous vous moquez de qui? Il y a même toute une législation, vous savez, où on n'a pas le droit de se moquer du maréchal Pétain et c'est très sérieux. Et donc chez les nazis, c'est propos défaitistes et hop, camp de concentration dans le meilleur des cas. Donc on comprend très bien, mais cette faiblesse du pouvoir, elle lui est intrinsèque parce que un pouvoir, vous avez dit, c'est du sacré, mais c'est aussi des apparences. Ouais, ouais. Et c'est des apparences de pouvoir et parfois que les apparences Et nous, et on est pas le là, vrai bah non, pouvoir. t'es juste un Oui, gugus avec deux bras, deux jambes, et donc mais tu les là, aimes pas. eh ben c'est ça. Et c'est là que je comprends très bien que vous ne pensez pas exercer un pouvoir. Par contre, les paroles peuvent faire voler en éclats, comme les dessins d'ailleurs. Et vous voyez très bien la collection Cartooning for Peace. Enfin, c'est un engagement aussi. Les caricaturistes, ils sont engagés les caricaturistes du monde entier n'ont pas forcément le droit de dessiner. Enfin, c'est aussi une lutte. Donc, si vous voulez, le pouvoir des mots ou le pouvoir des crayons, pour aussi faible voilà, qu'il est en réalité, est extrêmement puissant. Et c'est là que c'est pas vous qui détenez une position de pouvoir, mais que vous avez la possibilité de faire éclater les faux semblants, parce qu'une blague, c'est irrésistible en réalité. Elle fait mouche, et ben, elle enlève sa moustache à Hitler, elle, elle ridiculise. Oui, j'ai beaucoup parlé des Allemands, enfin des nazis qui étaient passés, enfin qui étaient les cibles de la dérision, mais alors les Italiens, ils s'en prennent énormément. Il y a qu'à voir d'ailleurs ce très beau film de Chaplin qui sort juste en 40, en 39, Le Dictateur. Et évidemment, tous les nazis américains se sont déchaînés, ont essayé de le faire interdire, mais voilà, parce qu'on voit Hitler qui joue avec le globe. Avec son cul, il fait voler, enfin voilà. Donc, et puis ils sont tous ridicules autour de lui. Il y a Garbage, il y a Hering, enfin, il y en a qui s'appellent Poubelle quand même. Autour. Bah oui, Aran et Poubelle, c'est Goebbels et Göring. Et puis il y a Napaloni, enfin voilà, enfin, ils sont tous complètement, et la Thomania, enfin, ils sont tous délirants. Et donc déjà, enfin, en fait, le drame de la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore eu lieu, que Chaplin l'a capté. Ah. Et donc, en fait, vous, votre pouvoir, c'est de capter. En fait, vous êtes un peu vous êtes des capteurs, en fait. D'accord. Bon, bah, je suis d'accord finalement. Elle est trop forte. Merci beaucoup à vous deux pour vos analyses, votre présentation. Si vous êtes prêts, on peut prendre les questions À fond. du public et peut-être aussi des personnes qui sont sur Zoom. Oui. Attends, Il faut un micro parce oui, que il y a sinon le oui, les micro gens ils qui vont arrive. entendre. Non, il y a un truc moi, que je trouvais intéressant, c'est que Un truc que tu as trouvé intéressant, bah dis donc. ah, mais je vais pas, j'ai pas saoulé tout le monde avec mon analyse de la discussion, mais euh, les caricatures que vous nous avez montrées là,
Elles sont très politiques. C'est vraiment quelque chose qui défie le pouvoir, qui s'adresse au pouvoir. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, l'humour, il évite le pouvoir. J'ai trouvé fascinant les émissions qu'il y a eu sur Charlie Hebdo, etc., notamment celle de France 2, où tu apparaissais. C'est que ça parlait tout le temps de questions de société, l'islam, gna, 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 gna. Et je pense dans les 3 heures de discussion en prime time sur France 2, il n'y a pas eu un moment, une blague sur le pouvoir. Et je trouvais ça délirant parce que si la fonction de l'humour, c'est pas enfin, il y a toujours un côté carnavalesque dans l'humour. C'est quasiment, comment dire, c'est l'une des définitions de l'humour, c'est de se moquer du pouvoir. Il y a un rapport. Je pense que l'humour a un rapport immédiat avec le pouvoir. Et là, bon, on parlait, voilà, de questions de voile, etc. Euh, et là, tout d'un coup, bah, on revoit sur ces caricatures ce face-à-face entre les humoristes et le pouvoir. Donc voilà, est-ce que l'un et l'autre, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les humoristes évitent le pouvoir, la politique, et vont chercher d'autres domaines, euh, tout aussi légitimes peut-être, mais c'est quelque chose, moi, je trouve, qui m'interroge, quoi. Mais juste rapidement, mais je trouve que c'est pas l'humour. L'humour, on va pas le questionner, il est pas là. Et même au-delà de ça, c'est même pas tellement les humoristes, c'est que les espaces pour s'exprimer dans ce type d'humour, qu'on peut appeler l'humour satirique, mettons, qui est une tradition française, je le rappelle, tu l'as très bien rappelé avec la poire, etc. Moi, je disais aux gens de droite qui m'aimaient pas, je disais, putain, mais vous savez que je défends une pure tradition française. Normalement, la défense des traditions, c'est votre truc. Vous devriez bien m'aimer. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est vrai qu'en France, il y a ça, tu vois. Bon, bref. Et j'ai l'impression que les espaces pour pratiquer ce type de discipline se réduisent. Moi, ce que j'ai voulu faire, je vais faire un peu d'autopromo, mais sur Radio Nova, avec cette nouvelle émission qu'on a montée, c'est créer déjà cet espace-là. Après, je dis pas qu'on réussit, que c'est tout le temps drôle et que c'est tout le temps pertinent, mais au moins, il y a un espace, même pour des jeunes qui veulent démarrer le métier d'humoriste et se dire, tiens, bah, moi, j'irais bien aussi taquiner l'actualité, le pouvoir, etc., etc., qui est un endroit au moins un endroit ou un exemple de gens qui pratiquent ça. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'esprit canal, avec, on l'a dit, Groland, Les Guignols, etc. Il y a eu, j'ai l'impression, un esprit France Inter, qui est un peu, c'est ma petite analyse, mais j'ai l'impression qu'il est un peu passé. Parce que bien au-delà de moi, avant moi et mon histoire, il y a eu la volonté de nous mettre le dimanche soir. Avant, on était tous les jours, et puis parce que de toute façon, personne nous écoutait au début, personne nous connaissait, puis on a monté petit à petit. Quand on est devenu un peu gros, ils ont dit merde, ils ont dû commencer à recevoir des coups de fil, etc. Et donc ils ont dit bah on va vous mettre le dimanche, voilà, à gauche au fond du couloir. Et puis après, voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc, c'est surtout, oui, moi, c'est ça qui est le plus inquiétant. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur dès que les gens puissants arrivent et dirigent et veulent imposer leur marque. Bolloré, ce qu'il a fait, c'est supprimer l'investigation. Il a viré tous les journalistes, en fait. Et puis supprimer l'humour. Donc, c'est pas vraiment l'humour qui m'inquiète, ou les humoristes. Les humoristes sont pas plus, à mon avis, moins courageux qu'avant, ou moins politisés qu'avant. C'est juste qu'ils ont peut-être moins d'espace pour le faire. Alors, je ne sais pas si la question s'adressait à moi, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste des Oui, humoristes d'aujourd'hui, hein, mais je veux juste dire une chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas enlever euh, de son esprit l'idée que la pratique de l'humour est en elle-même un acte politique. Quel que soit le contenu, en Ah, je réalité. suis d'accord, hein, je suis hyper d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et même si, je ne sais pas, vous traitez de sujets de société qui, en apparence, n'ont rien à voir avec les partis politiques ou les personnages politiques, les personnalités, et si vous ne parlez jamais de Matignon et jamais de l'Élysée, c'est en soi un acte politique. Et c'est bien pour ça que c'est interdit dans les centaines de dictatures dans le monde. Ah ouais, juste pour peut-être conclure ou apporter de l'eau au moulin, moi on me dit souvent, tu es un humoriste engagé, ou on me pose la question de mon engagement.
Mais ne pas être engagé, c'est un engagement. En fait, il n'y a que des humoristes engagés. Sauf que bah, tu choisis de pas t'engager pour tel ou tel truc, tu vas parler de tel ou tel truc. C'est pour rejoindre ce que tu as dit. Donc le mot engagé, moi, ça m'emmerde à chaque fois qu'on me dit ça. Je dis, mais tout le monde est engagé, tout le monde a un avis. Il y a des gens qui choisissent de pas le donner. Bah, ça, c'est leur choix. Après, C'est chacun un fait ce petit qu'il veut. côté restrictif, en fait. C'est comme si c'était de l'humour militant. Exactement. Et souvent, ça veut Et dire donc, de en fait, gauche. non, mais c'est Voilà. pas ça. C'est que ça enlève à l'humour sa Exactement. principale qualité. Ouais. Oui, oui, d'ailleurs, c'est la phrase qui vient, qui vient souvent après, c'est oui, mais vous êtes un militant, etc., etc. Bah, je dis, bah, j'ai une opinion, je la donne en faisant des blagues. Je dis souvent, d'ailleurs, j'ai une réponse pour ça, je dis souvent, j'ai trop de respect pour les militants pour penser que j'en suis bien. Enfin, moi, je vais pas me lever le matin pour aller coller des affiches, faire des réunions publiques tard le soir, etc., quoi. Bon, si, là, mais non, il est pas si tard que ça. Question sur Zoom? Ah, et il nous manque un micro, ouais. Merci. Alors, je pense que ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Un puissant qui refuse qu'on rit de lui, veut-il faire taire la force d'action du peuple ou faire taire la conscience de ses propres faiblesses? Bah, je crois que tu as très bien répondu tout à l'heure, ouais, la conscience de ses propres faiblesses. Qu'on se rende compte que oui, c'est juste un humain comme vous et moi et non pas la puissance absolue. Moi, je dirais plutôt réponse B. Mais j'ai un peu copié sur ma voisine, j'avoue. Peut-être aussi une question qu'on n'a pas trop abordée, tu l'as fait tout à l'heure dans tes réponses. En fait, tout simplement le rôle aussi des empires médiatiques dans tout ça. Donc, tu as déjà parlé de Bolloré et des autres groupes qui existent. Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu là-dessus et nous dire aussi comment ça s'est déroulé en fait dans ton propre cas? Ouais, bah, juste pour revenir justement sur ce que tu disais, les empires médiatiques, en fait, ils veulent gérer, ils veulent cadrer. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que l'humour, c'est fait pour faire exploser les cadres. Sinon, bon, bah, si tu ris, si on te dit, tu as le droit de rire, mais uniquement des fauteuils gris, ok, bon, on va peut-être. Ou de telle heure à telle heure, alors on va un petit peu se faire chier. Donc oui, quand des gens comme Bolloré possèdent des médias, ils te disent ça. Ils te disent, bah oui, tu as le droit de rire, mais uniquement faire des blagues sur les meubles Ikea qu'on n'arrive pas à monter. Et pour eux, voilà, l'humour se restreint. Enfin, l'humour se restreint tout court. Et pardon, du coup, j'ai oublié ta question. C'est-à-dire comment moi j'ai vécu ça? Oui. Ben, moi, j'étais sur le service public, donc j'imaginais que je pouvais m'exprimer dans le cadre de la loi. Donc moi, ma limite, ça a toujours été la loi française, que je le redis, mais je trouve très bien faite, puisqu'il y a une jurisprudence qui est très en faveur, j'ai envie de dire, enfin qui défend en tout cas la caricature, la satire, jusqu'à Guy Bedos, hein, qui a gagné contre Nadine Morano, alors qu'il l'avait insulté sur scène. Je crois même pas qu'il y avait une blague. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit comme insulte, mais bon, alors il a quand même gagné le procès parce que liberté d'expression, droit de caricature, etc. Donc moi, je me suis toujours exprimé dans le cadre de cette loi-là. Si je la trouvais mal faite, je le dirais, mais là, pour le coup, je la trouve bien faite. Donc voilà, puis là, après, la deuxième limite que moi je me fixe pour le coup, c'est la liberté d'expression, j'allais dire, la vie privée. Quand je sais que, je sais pas, tel ministre, il sort avec tel journaliste, mettons, parce que ça arrive. Et si les gens n'en font pas, ouais, scoop. Et si les gens, évidemment, n'en font pas étalage public, hein, s'il y a une de Paris Match posée en disant, ouais, c'est Mago, bon, là, on peut considérer qu'on peut faire des blagues dessus. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Parce que ça m'appartient pas de juger qui couche avec qui, je m'en fous. Donc voilà, parce que c'est ma petite pudeur personnelle. Donc voilà, à partir de ce moment-là, moi, mon cadre, c'est la loi et je m'y tiens. Peut-être aussi une question annexe, c'est finalement le rôle aussi des réseaux sociaux. Parce que l'affaire que tu as vécue, Ouais, ouais. c'est finalement grossi, enfin malgré toi. Enfin, ça a pris une vie à part sur les réseaux sociaux, ça a gonflé. Et puis, donc la question qui se pose est aussi en fait comment l'humour en fait t'échappe en fait derrière et qu'est-ce que les autres L'humour, il en font? t'échappe tout le temps. Bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'humour, il t'échappe tout le temps à partir du moment où tu as dit une blague. Évidemment, si tu l'as dit dans ton spectacle, les gens qui sont en face de toi, ils sont venus pour toi, ils ont payé leur place et ils savent à peu près ce qu'ils vont voir, dans la majorité des cas, bien sûr. Donc c'est pas la même chose que si tu fais une blague sur une radio nationale où déjà là il y a des gens qui vont t'entendre dans leur bagnole parce qu'ils cherchent une autre station ou j'en sais rien. Et c'est encore pas la même chose quand c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est encore pas la même chose quand la blague elle est découpée, extraite du reste de la chronique et montée en épingle. Donc moi comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi de m'en foutre.
C'est-à-dire, comme je le disais encore, j'ai pas de problème à ce qu'on trouve une blague nulle, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un qui trouve une blague nulle la partage sur les réseaux sociaux en disant regardez cette blague est nulle, que les gens dans leur, dans leur grande mansuétude trouvent. Enfin, ça me pose pas de problème. J'ai vraiment, en plus, je peux pas faire avec ça. Sinon, comme on a dit, je fais plus rien. Alors, pour moi, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, parce que c'est une technologie, il va falloir faire avec. Et puis, je trouve que ça a aussi des bons côtés. Il y a des gens qu'on n'entendait pas avant, qui leur seul moyen d'expression aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ben, je pense notamment à tout ce qui est la MeToo, etc., etc. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu autant d'avancées, même s'il en reste quand même pas mal à faire. Donc, moi, j'ai rien contre l'outil, même s'il a évidemment des contraintes. Il n'est pas neutre, la technologie n'est pas neutre. Mais, euh, mais je pense que dire c'est de la faute des réseaux sociaux, ça squeeze la vraie responsabilité qui est c'est de la faute de l'extrême droite et de la lâcheté du pouvoir en place. C'est pas Twitter qui m'a viré. Oui. Après, voilà, la question, peut-être vous rebondirez dessus, mais la question qui se pose aussi, notamment avec ce qui va se jouer bientôt aux États-Unis, cette absence de médiation sur les réseaux, le fact-checking aussi, enfin, quelles conséquences ça va avoir? Alors, Oui, alors là, c'est encore autre chose, mais c'est super, oui, oui. Ouais. Bah, bon, moi, je ne suis pas très doué pour prédire l'avenir. Là, moi, je suis parti de Twitter personnellement parce que j'aimais bien ce réseau social où je le disais à l'instant, tout le monde pouvait s'exprimer pour le pire et le meilleur. Mais là, il y a une étape qui a été franchie. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est de la manipulation de masse. Tu as un algorithme qui va privilégier tel type de discours plutôt que tel autre. Donc, c'est rarement le mien. C'est rarement un discours qui dit il faudrait redistribuer les richesses, il faudrait l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Donc, y rester, c'est participer à la vaste entreprise de manipulation de masse qui est en cours. Donc, j'ai choisi de me barrer de ce réseau social. Donc, oui, oui, il faut regarder maintenant au-delà du simple fait que l'outil technologique existe, comment est fait cet outil technologique et à quoi il sert. Et on en revient à la question de l'intention de la personne qui possède cet outil de technologie. Moi, j'ajouterais juste une chose sur la question de la limite de l'humour. Je crois qu'il y a une sorte de loi tacite dans ce que j'ai pu regarder comme document, c'est que on ne se moque jamais des victimes. Donc, on se moque des bourreaux, mais jamais des victimes. Et c'est ce que j'ai remarqué voilà, dans la masse de documents que j'ai pu. C'est alors, c'est vrai que c'est la source, c'est des résistants. Alors, il est évident que de l'autre côté, on peut trouver sans doute une autre forme d'humour qui est produite par ceux qui organisent tout un système de persécution et de répression. Et là, c'est la question à Ouais, 1 ju- million, juste- parce que, je veux dire, dans le conflit israélo-palestinien actuellement, Ouais. c'est qui est la victime, qui est le bourreau. C'est, enfin, Mais attends, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est hyper intéressant que tu disais que ton éditrice, ton éditeur n'avait pas voulu mettre les blagues sur les femmes tendues. C'est hyper intéressant parce que là, du coup, c'est les victimes qui devenaient coupables. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas dans ton bouquin, c'est parce que quand il y avait ce type d'humour, ton éditeur ou ton Mais éditrice alors, t'a moi, dit non. j'ai quand même reçu des courriers, enfin, très amènes, hein, de gens qui m'ont dit, oui, dans ce poème de Robert Desnos contre le maréchal Ducournau, donc c'est Pétain, il y a un couplet homophobe. Ah oui, voilà, Et alors, intéressant moi, ça. Ouais. je dois confesser que je l'avais même pas Ouais, ouais. vu, pas compris. Je l'aurais évidemment pas enlevé, mais il m'a dit oui, oui, je suis très déçu. Alors, il m'attaquait pas, hein, Oui, oui, mais il oui. disait je suis déçu par Déçu des Desnos, résistants. Ah oui, par oui, d'accord. Ouais, Desnos ouais, ouais. qu'il adorait. D'accord. Donc, non, mais on peut pas en fait intégrer toutes les formes de susceptibilité. Il n'y avait Enfin, pas d'intersectionnalité à voilà. l'époque. Non, mais en fait, la question que je me pose concernant votre affaire, c'est finalement, ça pourrait se résumer, bon, c'est contexte de manipulation, mais il y a aussi l'intention qu'on vous prête. Ouais, c'est Et ça. c'est pour ça, en fait, que la justice, quand on vous traîne devant la justice ne va pas dire c'est pas drôle, votre Oui, blague non. n'est pas drôle. Eux, ils doivent statuer sur le fait est-ce que vous aviez intention de nuire, injurier, je sais pas quoi. euh, et le fait est qu'ils ont évidemment dit non. Mais ce qui est différent par rapport donc à la période sur laquelle je travaille, c'est qu'aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, se multiplient les intentions qu'on vous prête.
C'est-à-dire, il va y avoir autant d'interprétations que de gens plus ou moins malveillants qui vont dire ah non, mais il n'a pas dit ça exactement, mais si, il a dit ça, il a voulu dire ça. Et c'est comme ça, en fait, que la rumeur ou la clameur monte. Et ça, c'est incontrôlable. Mais, ouais, c'est hyper intéressant. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai rencontré un mec du collectif Golem. Donc, c'est un collectif juif de gauche qui milite justement pour que les fachos viennent pas défiler dans les marches contre l'antisémitisme. Et qui m'a dit, moi, ta blague, elle m'a pas fait marrer. Je te connaissais pas du tout. Ta blague m'a pas fait rire et ça m'a allumé en moi une petite alarme. C'est qui ce gars? Mais au lieu de commencer à gueuler sur Twitter et à te prêter des intentions que tu n'avais possiblement pas, je me suis renseigné sur qui tu étais, j'ai été voir ce que tu avais fait avant, et surtout j'attendais de voir ce que tu allais faire après. C'est-à-dire, est-ce que tu allais te dire, un peu ce qu'a fait Dieudonné d'ailleurs. Dieudonné, on l'a accusé, et puis après, il a donné toutes les raisons pour qu'on on a bien fait de t'accuser en fait. Sauf que moi, voilà, j'étais évidemment pas dans ce délire-là. Et puis, ce mec-là, je l'ai croisé 3 ou 4 mois après l'affaire. Donc, il m'a dit, après, j'ai bien vu qui t'étais et j'ai bien vu ton attention qui était très, très claire pour le coup. Donc, mais ça, évidemment, ça demande. Personne va. Enfin, l'intégralité des gens qui vont tomber sur cette blague ne vont pas faire ces recherches. Moi, ça m'est arrivé rarement, mais des personnes sont venues me voir dans la rue en me disant, ouais, mais pourquoi vous avez fait cette blague? Vous n'auriez pas osé faire des blagues sur le Hamas. Je dis, mais est-ce que vous écoutez mes chroniques? Non. Ben, fin de la discussion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je peux pas en vouloir à la personne de pas écouter mes chroniques, je m'en fous. Mais des blagues sur la masse, j'en ai fait 30, donc enfin, c'est juste des gens qui se renseignent pas. Donc oui, les réseaux sociaux, ce que ça a changé, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui voulaient te menacer de mort, ils découpaient dans des journaux des lettres. Et du coup, ils avaient le temps de se calmer, parce que ça prenait vraiment 2 jours avec de la colle. Alors, bon, ouais. J'ai reçu quand même une lettre comme ça. J'ai reçu un livre à moi découpé en deux. Je salue quand même l'effort de la personne qui a été acheter une scie sauteuse, chercher l'adresse, la maison de la radio, etc., etc. Donc oui, je ne sais pas s'il gagnait le connu, mais je me suis dit, bon, au moins il a travaillé. C'est mon côté de droite. Sur Zoom, par rapport à la passation d'un message, pensez-vous que l'humour soit un meilleur vecteur, donc plus convaincant pour un message, que ce même message mais dit très sérieusement? Moi, je dis oui. Et Moi, je dis non. j'ai pas besoin de dire plus. Mais si, bien sûr, parce que, alors, aujourd'hui, quelque chose qui est dit avec humour est plus facilement reçu et retenu. C'est maintenant, tout dépend du contexte, hein, puisqu'on on va pas traiter de tous les contextes. Mais quand c'est aujourd'hui, c'est un slogan humoristique. D'abord, on le retient, et puis ça fait mouche, oui. Ah là là, alors attends. Je dirais non. Non, mais je dirais non, mais en fait, c'est un peu pour t'embêter, mais je vois ce que tu veux dire, évidemment. Merde, ça l'embête pas. Ah, ça m'embête que ça l'embête pas. Euh, Moi, en fait, ça trouve ses limites très très rapidement. C'est-à-dire que oui, ça permet de sensibiliser quelqu'un sur un sujet. Si tu le fais marrer, comme tu as dit tout à l'heure, ça met un peu les rieurs de son côté, donc il a l'impression d'être d'accord avec toi. Mais ça suffit pas. Ça s'arrête là, en fait. L'humour, ça s'arrête là. On s'en rendait compte quand on était à France Inter, on était un peu la caution de gauche. C'est-à-dire que les dirigeants de France Inter, ils mettaient des grosses chroniques économie avec Dominique Seux, le mec des Échos, qui disait il faut rembourser la dette, etc. C'était le gars sérieux, ce qu'il fallait penser, l'intellectuel, etc., etc. Puis après, tu as les clowns qui disent le contraire, mais on s'en fout, c'est des clowns. Donc France Inter disait, bah si, si, on a des gauchistes, regardez, ils sont le dimanche soir de 18h à 20h, et tout le reste de la semaine, ils tabassaient avec des trucs sérieux. Donc, bah, encore une fois, on parle de pouvoir, mais nous, on ne sentait pas vraiment le pouvoir de l'autre côté. Et les blagues restaient juste à l'état de blague. Même quand on a fait des blagues devant Darmanin, bah voilà, on a bien rigolé, salut, merci, bonsoir. Darmanin, il a continué sa course. Et pour compléter ma réponse, je dirais que évidemment c'est complémentaire parce que pour faire des blagues sur l'actu, il faut des journalistes sérieux qui enquêtent sur des choses sérieuses. S'il n'y avait pas Fabrice Arfi et Mediapart, etc., en tant qu'humoriste, on ne ferait pas de blagues sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par prétendument, il est présumé innocent par Kadhafi. Donc il faut les deux. De toute façon, je pense que dans toutes les luttes sociales, on va dire, c'est la complémentarité des stratégies qui fonctionnent.
Il n'y a pas juste, si, ça se saurait si juste l'humour, ça servait à faire tomber un tyran et mettre Philippe Poutou à la place. Et un exemple tout à fait au hasard. Oui, je pense qu'il faut que tu vas dans le micro parce que les gens qui sont sur Zoom, ouais, c'est pour les gens. Ouais, ça te saoule, ça te saoule. Je voulais juste réagir. Est-ce que Darmanin a ri à vos blagues? Non, quand on était à France Inter, non. Ouais. Non, mais c'est une stratégie, ça, c'est des stratégies. Ils avaient plusieurs stratégies quand ils étaient en face de nous dans la matinale. Il y en a qui riaient aux éclats pour montrer à quel point. Macron, il a fait ça, par exemple, pour montrer à quel point ils étaient magnanimes et sympas. Lui avait choisi délibérément de pas rire, mais je pense que ça faisait partie de. J'ai pas dit qu'il nous trouvait des opilants, mais ça faisait partie de sa stratégie de com de nous défier du regard. Bon, moi, c'est ma zone de confort, hein. Quand on commence à faire ça, je me dis, ah ouais, d'accord, tu veux jouer au con? J'ai un master 2. Donc, j'ai un doctorat en conneries. Donc, ouais, ouais, ça nous a amusé de voir les différentes stratégies des politiques en face de nous à l'époque. C'était avec Charline Vanhoenacker dans la matinale, ouais. Une dernière question Oui, avant de clôturer, oui. on arrive. Merci. Merci beaucoup déjà ce soir pour Merci à cette toi. soirée. C'était très intéressant. J'ai une question, ou plutôt un peu une conclusion de ce que j'ai pu entendre ce soir. Ça me rappelle beaucoup, moi, mon domaine qui est plutôt l'art et la culture. Est-ce que on peut considérer du coup que comme l'art interdit, ou la culture interdite, ou le contrôle de la culture, le contrôle de l'humour, ça peut être un très bon indicateur de dérive autoritaire, voire totalitaire? Et est-ce que finalement ça devrait pas être aussi un signe plutôt que le pouvoir de l'art ou le pouvoir de l'humour, la force de l'art et la force de l'humour? C'est hyper bien. En fait, on est les canaris dans la mine. T'as la ref ou pas? C'est le rêve de mec qui a regardé Germinal. Non, mais tu vois les oiseaux dans la mine pour alerter sur les coups de grisou. Ouais, quand la, quand l'humour est bâillonné, oui, c'est souvent que le pouvoir est pas très démocratique. Ouais, ouais, c'est une belle conclusion, ça. Où le pouvoir craint qu'on le voit tel qu'il est, c'est-à-dire avec pas autant de pouvoir dont il se part, hein. Le roi est nu un peu, c'est un peu ça. C'est pour ça que la seule solution, et on va finir sur un côté comment on fait maintenant, c'est pour ça que la seule solution, c'est un pouvoir collectif. C'est pour ça que de toute façon, ça n'a aucun sens de donner autant de pouvoir à quelques personnes. Il faut absolument plus le pouvoir il est réparti parmi les individus, et mieux c'est. Quand on sera dans une société totalement égalitaire, bah nous, on se fera bien chier en tant qu'humoriste. Non, là, on fera des blagues sur les meubles Ikea qu'on n'arrive pas à monter. On fera des blagues sur les fauteuils gris. On va trouver des choses. Mettez-nous au chômage, nous, les humoristes satiristes. Merci beaucoup, Guillaume Meurice. Merci beaucoup, Alia Merci. Agnan, pour vos analyses, votre débat. Je vous invite, celles et ceux qui n'auront pas lu le livre d'Alia, de le faire. Il est vraiment très, très bien. Je me suis régalée aussi avec les différents poèmes à double sens et les pastiches. Et vous pouvez d'ailleurs l'acquérir, la librairie Jonas est là. Et puis également le livre de Guillaume Meurice, qui est un régal. Merci. On se marre bien. Ouais, c'était le but. Malgré voilà, la situation difficile que tu décris dans ton ouvrage. Donc, encore une fois, un grand merci à vous deux d'avoir été présents ce soir. Et puis, voilà, je pense qu'on peut te décerner ton diplôme d'islamo-gauchiste, Ah oui, ça puisque y est, bah oui. voilà, C'est ça qui se tu jouait. l'as annoncé tel quel sur les réseaux ce soir. Donc, un grand merci encore. Merci à toi. Merci aussi au public d'avoir été présent avec nous en Zoom ou dans la salle. Et pour celles et ceux qui veulent nous suivre, donc à la semaine prochaine, puisqu'on a une conférence, ce sera full Zoom le 23 janvier, une table ronde sur les mosquées en France. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci.